Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous rencontrons un homme d'exception, inspirant et passionné par l'être humain et son formidable potentiel. Son moteur d'action, contribuer à ce que chacun d'entre nous ose pleinement être lui-même afin de jouer notre note unique. C'est un homme fondamentalement positif au parcours atypique qui a la croyance que chacun d'entre nous a des dons, des talents qui ne demandent qu'à être exploités pour notre propre bénéfice et le bénéfice de la collectivité. Il est conférencier, coach, auteur et pacificateur de notre relation avec l'argent. Veuillez accueillir Christian Junot. Christian, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Vincent, merci déjà de ton invitation. Je suis réjoui d'être là. Écoute, je vais très très bien, je te remercie. Merci à toi de venir t'adresser à nous, au podcast de Propulser vos affaires. C'est vraiment un grand bonheur et privilège de t'avoir parmi nous. Merci. Christian, L'enjeu sera de me décoder mon accent suisse déjà. oh, il est parfait l'accent suisse, on le garde comme ça, vraiment aucun souci. Christian, je disais en entrée de jeu dans notre introduction que tu avais un parcours un peu atypique. Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le parcours de Christian Junot? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai fait donc l'université en sciences économiques et Mhm. j'ai fait l'université pour une raison particulière, c'est que j'avais tellement peu d'estime de moi que je pensais que malgré mes études jusque-là, personne ne voudrait de moi, qu'il leur fallait encore un peu plus. C'était un leurre parce que j'ai fait l'université et malgré mon titre universitaire, je manquais encore d'estime de moi, ça n'a pas suffi. Et j'ai bien voulu trouver une banque, a bien voulu me prendre en stage. Et puis voilà, et finalement, dans cette banque-là, j'y suis resté 23 ans, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc moi, je m'occupais des gens qui avaient plus d'argent que la moyenne. Mais je dirais que ma singularité, c'est que j'avais une capacité à créer de la confiance, à créer un environnement sécure, cocooning comme ça, qui fait que les gens se livraient beaucoup avec moi, ils me partageaient beaucoup de situations privées. Avec le recul, je dirais que j'étais un peu un mélange de conseiller en placement et de psy, sans avoir fait d'études, tu vois. Et j'adorais ça, en fait. J'adorais. Donc, c'est vraiment mon amour de l'humain. J'ai vraiment pu voir qu'il était déjà présent à ce moment-là, mais sans en être conscient. Je voyais juste que je vivais des choses différentes que mes collègues, dans le sens de l'intimité de ce qui était partagé. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Et donc, j'étais licencié en 2009 suite à la crise des subprimes. Et j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Et si j'ai pu le faire, il y a eu deux choses. La première, c'est que j'avais pacifié ma relation à l'argent et surtout mon immense peur de manquer. J'avais une très grosse peur de manquer malgré d'excellents revenus, malgré des économies. Et puis d'autre part, effectivement, que j'avais déjà développé un certain nombre de capacités parce que je faisais beaucoup de cours en dehors de mon activité de banquier. J'étais un banquier un peu atypique parce que je m'intéressais beaucoup à l'humain, à la psychologie humaine, tu vois. Et si tu veux, j'avais déjà, sans le savoir, préparé le terrain à la suite. Ça me fait sourire parce comme tu sais, on a un parcours un peu similaire. J'ai moi aussi été un banquier. Effectivement, ce qui faisait, je crois, ma singularité, mon côté unique, c'était ma capacité à entrer en relation avec les gens, à échanger avec eux. Donc, effectivement, on a un parcours similaire. Mais je me pose la question, est-ce que aujourd'hui, si tu regardes le parcours que tu as fait, si tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais de ce parcours-là? Si tu veux, avec la tête, on pourrait dire oui, j'aurais dû faire d'autres choses, peut-être des études de psychologie et tout ça, mais au fond, j'étais pas conscient à ce moment-là à quel point l'être humain m'intéressait, si tu veux. Et tu vois, je disais, le manque d'estime de moi a quand même a quand même amené mon parcours dans certaines directions plutôt qu'une autre. Et tu vois, avec qui j'étais à l'époque-là, je crois pas que j'étais capable de faire beaucoup mieux que ça. Donc, c'est surtout ça que j'ai envie de voir aujourd'hui aussi. Merveilleux. On parle effectivement de ton attachement pour l'humain, de ta passion pour l'humain. Est-ce que tu te souviens un moment clé ou une action déterminante ou une anecdote précise où tu t'es rendu compte qu'effectivement, cette passion-là, elle était très importante pour toi et peut-être plus importante que le métier de banquier que tu avais? Oui. Alors, je dirais que j'ai un souvenir, j'avais 21, 22 ans, moi je faisais beaucoup de football, hein, donc soccer pour vous. Oui.
Et puis, j'ai un entraîneur qui adore le tennis et qui parle d'un livre qui s'appelle Psychologie et tennis. Je ne sais plus l'auteur, un américain. Et je fais un petit peu de tennis à côté, je me procure le livre. Et le gars j'ai appris par un spécialiste du tennis, c'était un livre absolument révolutionnaire à l'époque. Et le gars, effectivement, transforme l'idée de la compétition en coopération. Et il amène vraiment l'idée du pouvoir du moment présent, qu'on a pu voir avec le livre de Eckhart Tolle, par exemple. Mhm. Et si tu veux, ça a révolutionné ma manière de jouer, d'aborder la compétition et surtout du fonctionnement de l'être humain. Et j'ai lu 2 fois ce livre, je l'ai encore, tout est en jaune, au stabilo boss, tu vois. Et vraiment, avec le recul, je dis waouh, là, j'ai eu une compréhension de ce qui se jouait au niveau humain et qui était vraiment un signal de ma passion pour ça, mais que j'ai un peu mis de côté pendant un certain nombre d'années après. C'est intéressant parce que effectivement, la relation, je trouve, est intéressante entre le sport et la psychologie parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de psychologie sportive, Oui. mais on parle peu de psychologie d'affaires, même si indirectement, on en parle toujours. Euh, pour toi, l'humain et les affaires, comment ça se conjugue tout ça? Ben, si tu veux, il y a différentes manières de voir les choses. Et moi qui travaillais dans comme la plus grande banque suisse, une multinationale, et qui a eu affaire, en plus, j'étais aussi au siège mondial de Nestlé, là où j'habite, où je travaillais. Donc, j'ai eu affaire à des grands dirigeants, voire des présidents, enfin des membres de la direction de Nestlé aussi. Si tu veux, donc je voyais de ce monde des multinationales où potentiellement on peut avoir l'impression qu'on veut faire une bonne affaire sous le dos des clients. Et ça, c'est une partie du monde des affaires, tu vois, où on est tourné sur soi, mon business, mon chiffre d'affaires, mon bénéfice, et on est coupé de l'extérieur. Et j'ai que ça laisse des traces aujourd'hui qui fait que beaucoup de gens sont contre le capitalisme, sont contre l'économie, etc., parce que c'est juste la perception qu'ils voient. Et je pense qu'il y a une autre voie possible et nécessaire, qui est effectivement de se dire, oui, évidemment, j'ai une entreprise, je veux faire du chiffre d'affaires et du bénéfice, et en même temps, j'ai des clients que j'ai envie d'honorer leur confiance, et je recherche vraiment à tout moment la satisfaction réciproque. Et ça, c'est une autre manière de mener ces affaires où là, on crée du bouche à oreille, là, on crée quelque chose de vertueux, là, on crée du plaisir, on crée de la confiance, là où il y a de la méfiance de l'autre côté. Et je pense vraiment qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, si on a envie de durer et de prendre du plaisir, que de choisir cette deuxième voie. On a la même philosophie. C'est toujours ce que je dis. Si on ne met pas le client au cœur de nos priorités, ben, éventuellement, le client va s'en rendre compte et va quitter. Et malheureusement, ben, pour avoir une entreprise, il faut avoir des clients parce que si on n'a pas de clients, on n'a pas d'entreprise. Donc, immanquablement, cette capacité de développer cette relation-là, de développer cette confiance, et j'aime le mot que tu as utilisé, d'honorer nos clients. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'économie dans laquelle on est nous oblige à passer vers ce chemin qui effectivement n'a pas été beaucoup marché par le passé. Ouais. Et toi, j'avais déjà ça à l'époque où j'étais à la banque et j'étais un peu. Et plus, au début, c'était assez facile, mais plus les années ont passé, plus il y avait une pression de chiffres, une pression de résultats. Et moi, je posais toujours la question qui dérangeait, qui était, et le client, quel est son avantage avec cette solution-là? Tu vois, et on n'avait pas beaucoup de réponses à me donner. On voyait bien la rentabilité de la banque, mais on ne voyait pas vraiment ça. Je dis, moi, si je ne vois pas d'avantage pour le client, je ne peux pas proposer ça. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que j'étais de plus en plus, tu as déchiré ce qu'on me demandait et ce que j'aspirais à vivre, en fait. J'adore. C'est directement en lien avec mon livre Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. On est sur cette même philosophie-là. Tu parles beaucoup aussi, Christian, d'un certain Peter Koenig qui a été pour toi, je crois, une inspiration. Je crois qu'il a joué un rôle important dans la carrière que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu? Alors absolument, donc sans Peter Koenig, je ne serais pas devant toi aujourd'hui, ça je peux te le garantir. Alors Peter Koenig est un Anglais qui vit à Zurich et qui dans les années 80-90 a fait des recherches sur la relation à l'argent. Lui-même est un businessman et puis il a vu qu'il y avait des histoires d'argent, enfin il disait, il travaille aussi avec des directeurs d'entreprise, des patrons, il disait, ils ont une vision, ils avaient des idées, mais finalement ils ne la mettaient pas en place et il voyait que les questions d'argent étaient un frein très régulièrement. Et un jour, il s'est dit, je vais m'arrêter quelque temps juste pour aller un petit peu voir les études qui ont été faites, pour comprendre ce qui se joue, parce que je vois que on a des super idées, puis dès qu'on parle d'argent, il y a toute l'énergie qui retombe, tu vois. Alors que quand on est dans la créativité, l'énergie est très haute. Il voyait bien qu'il y a des choses qui se jouaient, mais sans pouvoir l'expliquer. Et à sa grande surprise, dans les années 80, il ne trouvait aucune étude qui répondait à ces questions. Y compris en étant anglophone, en voyant ce qui se faisait en langue anglaise. Donc, il s'est dit, je vais commencer à aller faire moi-même ces études. Il a vraiment commencé à
attirer des gens dans son espace, à commencer à les faire parler d'argent. Enfin, vraiment, en partant de zéro, tu as à créer des choses, à comprendre ça. Mais il pensait faire quelques mois et ça a duré 7 années finalement, parce qu'il a aussi beaucoup étudié le système économique, les pièges du système économique. Donc, moi, je l'ai rencontré bien des années après, en 2006. Et ça a été comme une révélation parce qu'il a mis des mots sur ma relation à l'argent compliquée et que j'étais incapable de mettre des mots là-dessus. Et je suis devenu son organisateur d'ateliers en Suisse francophone dans un premier temps, alors que j'étais toujours à la banque. Et qui fait que quand j'étais licencié, que j'ai mené mon propre projet assez vite, il m'a dit, c'est bon, Christian, tu pourras aussi faire ça, parce que je suivais tous ces ateliers de A à Z, parce que je trouvais ça passionnant. Et sans le savoir, je me suis imprégné de sa manière de faire. Et aujourd'hui, je suis son ambassadeur numéro 1 dans le monde, à ce qu'il dit. Donc, j'en suis extrêmement réjoui, parce que j'ai beaucoup reçu et je peux vraiment beaucoup offrir aussi et faire connaître son œuvre, parce que c'est vraiment pour moi d'une œuvre qu'il s'agit, parce qu'il a vraiment il a vraiment mis des mots sur ce qu'on ne voyait nulle part ailleurs, à mon avis, sur ce thème-là. Et il parle beaucoup, Koenig, des principes sources, c'est bien ça? Et on parle de principes sources. C'est quoi ces principes sources sans nécessairement rentrer tout dans les détails, mais Oui. pour qu'on puisse bien imaginer l'approche de Koenig? Oui, alors c'est un autre thème. Donc, il y a la relation à l'argent et les principes sources. Les principes sources, ce sont des principes que lui a mis en mots. Il a dit, ils ont toujours existé, mais ils n'existent pas en mots. Et moi, j'avais une compréhension intuitive et j'ai mis ça en mots, qui fait que comment on peut mener des projets à bien et surtout en prenant sa place de source d'un projet. Quand on est à la source d'un projet, on est le premier qui a l'idée et qui fait un premier pas dans l'idée de concrétiser un projet. Et on a un lien particulier et unique avec ce projet-là parce qu'il vient à travers nous, si tu veux. Et donc, c'est comment chacun peut être à la juste place au service du projet. Donc, tout est mis pour mettre le projet qui est important pour nous, c'est important qu'il existe parce qu'il contribue à quelque chose. Et tous ces principes sont centrés là-dessus. Et pour la petite histoire, il avait tout ça en tête, mais il ne voulait pas en faire un thème. Et c'est au Québec, pour la première fois, que son organisatrice, à l'époque, lui a dit, on a une journée de libre, je vais réunir des entrepreneurs, à Trois-Rivières en l'occurrence, et on va voir ça. Et il est vraiment arrivé très humble en disant, voilà ce que j'ai compris, voilà ma compréhension, dites-moi ça a du sens pour vous ou ça vous paraît déplacé. Et à la fin de la journée, tous les entrepreneurs ont dit, waouh, tu as mis des mots sur ce qu'on faisait plus ou moins intuitivement, mais sans en être conscient, et tu as mis beaucoup de clarté là-dessus. Et après le Québec, il y a eu Berlin, il y a eu Bruxelles, et tous les entrepreneurs disaient la même chose. Et de là, il en a vraiment fait une vraie activité que j'anime moi également à mon tour. Vraiment extrêmement intéressant parce qu'effectivement, j'aime son principe source à ce niveau-là. Et moi, je dis tout le temps, mais c'est important de travailler en complémentarité. Donc, je pense qu'il y a une certaine corrélation. Donc, vraiment, Koenig est quelqu'un pour être très transparent, que je connais de réputation, mais que je n'ai jamais lu. Mais maintenant que je connais Christian Junod, on va se reparler à ce sujet-là. Revenons à la relation à l'argent, parce qu'effectivement, bon, comme tu le sais, au Québec majoritairement et culturellement, la relation à l'argent est particulière. Je ne veux pas la juger, je fais partie de ce peuple-là, mais on a beaucoup une étiquette de nous sommes nés pour un petit pain. Donc, et bon, depuis les dernières années, on essaie un peu de changer cette mentalité-là qui n'est pas nécessairement très simple à changer, mais ça fait que on se retrouve dans une situation où on a une relation d'amour-haine avec l'argent. On en veut, mais quand les gens en ont trop, ce sont probablement des gens qui ont abusé du système. Donc, on est vraiment toujours... J'aimerais ça t'entendre sur cette relation-là d'amour-haine au niveau de l'argent. Oui, alors déjà, oui, c'est vrai, quand je suis intervenu pour les premières fois au Québec, je m'attendais à quelque chose de différent vu la proximité américaine. Et à ma surprise, j'ai retrouvé les mêmes problématiques que je rencontrais en francophonie européenne, et particulièrement en France aussi, qui est comme en France, c'est particulièrement compliqué, encore plus qu'en Suisse, en Belgique. Donc, il y a un humoriste, je ne sais pas si le nom dit quelque chose, il s'appelle Coluche, qui est mort il y a pas mal d'années maintenant et qui avait énormément de succès. Et pour moi, c'est un génie, il avait de l'avance sur son temps. Il avait une citation qui date des années 80, hein, et il disait, et je pense qu'on peut vraiment aussi mettre ça aussi pour le Québec, il disait, en France, c'est bien connu, les riches sont des méchants, les pauvres sont des gentils, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Oh, j'adore! Et ça parle vraiment de ce déchirement intérieur, tu vois. C'est pas bien, mais j'ai quand même bien envie, tu vois. Mais j'ose pas le dire, j'ose pas le claironner, parce que je vais être mal vu. Enfin, ça parle complètement de ça. C'est vraiment de se dire, mais
on a une sorte de malaise. Et Mhm. si tu veux, je pense que, et il ne s'agit vraiment pas de juger, mais qu'il y a encore aussi une imprégnation de la religion catholique où être pauvre était vu comme honorable, tu vois. Euh, Exactement. et si tu veux, les riches, ils devaient acheter leur place pour le paradis à une certaine époque, tu vois. Donc, ils devaient comme payer un prix vu qu'ils avaient de l'argent. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'imprégnation qui fait que c'est encore un peu compliqué, effectivement, culturellement, de s'autoriser à avoir de l'argent. Et il ne s'agit pas de le jeter à la figure des autres, mais juste d'être à l'aise avec, d'être tranquille et serein avec ça. Et de reconnaître que ben, faire de l'argent, ça demeure que ça fait partie de la base du système économique dans lequel on évolue. Donc, sans nécessairement, je comprends qu'il y a des extrêmes, mais ça reste que l'argent fait partie de notre système économique avec lequel on doit transiger continuellement. Donc, il vaut mieux avoir une relation saine avec l'argent que d'avoir une relation un peu plus difficile qui finalement n'aide personne. Parce qu'on entend beaucoup parler également, et je suis curieux de t'entendre à ce niveau-là, de la peur de l'argent, de la peur de manquer d'argent. Et tu le disais toi-même en début d'entrevue à quel point tu avais une relation peut-être un peu négative par rapport à l'argent. Ce manque-là, cette peur-là qui, à bien des égards, plusieurs personnes nous disent hey, quand on a peur de l'argent ou on a un manque d'argent, ben peut-être qu'on ferme certains canaux de l'abondance. Euh, comment toi, quel regard tu poses sur ce manque ou cette peur-là de l'argent? Oui, ben, j'apprécie que tu me parles de ça, Vincent, parce que quand je questionne ma communauté, qui est quand même assez grande, de leurs problématiques en lien avec l'argent, la peur de manquer sort très largement en numéro un. Très largement, hein, c'est vraiment au-dessus de tout. Et pour te dire, même mes clients à l'époque qui étaient millionnaires, multimillionnaires, avaient aussi peur de manquer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment vu avec le temps que la peur de manquer n'avait pas de lien direct avec la situation financière des personnes. Moi-même, j'avais peur de manquer alors que j'avais zéro problème d'argent, tu vois, mais la peur était quand même là. Donc, si tu veux, la peur, elle vient d'ailleurs et elle se manifeste beaucoup en lien avec l'argent, mais au départ, c'est une peur qui est plus intérieure, qui est en lien souvent avec une histoire familiale, etc., qui fait que si à un moment donné des millions ne suffisent pas, on voit bien qu'il n'y aura jamais assez d'argent pour combler une peur parce que le piège, c'est qu'on va chercher une solution à l'extérieur, autrement dit plus d'argent, pour une problématique intérieure. Donc la résolution est à l'intérieur et c'est vraiment le travail que j'ai fait parce qu'en 2010, que je me suis mis à mon compte, j'avais zéro contrat, j'avais zéro visibilité, mais j'avais entre-temps fait une bonne partie de ce chemin parce qu'il n'est jamais terminé, qui fait que j'étais serein et tranquille là où j'étais anxieux et stressé avec des super revenus chaque mois, tu vois. Mhm. Donc je voyais bien que ce n'était pas l'extérieur, c'était vraiment intérieurement quelque chose avait bougé. Et justement, parce que bon, on traverse une période économique actuellement qui est peut-être un peu plus instable. Pour certains, ça crée certains stress intérieurs-là, ces peurs et ces manques-là. Ça serait quoi l'attitude bénéfique qu'on pourrait prendre ou le comportement bénéfique qu'on pourrait prendre pour essayer d'être un peu plus confortable dans une période économique plus difficile? Oui. Alors déjà, je crois que c'est important d'être capable de repérer ses peurs. Parce que si tu veux, le piège pour beaucoup de personnes, c'est d'agir à partir de la peur. Et ce que j'ai fait tellement pendant ma vie, une bonne partie de ma vie, et quand on agit à partir de la peur, très souvent, les choix ne sont pas des bons choix. Tu vois, Exact. on va voir petit, on va investir petit, peut-être c'est le moment, on va prendre la qualité, peut-être pas trop bonne parce que ça coûte moins cher. Et si tu veux, encore une fois, c'est humain d'avoir peur, c'est pas un problème d'avoir peur. Le problème, c'est si je ne m'occupe pas de ma peur et puis c'est sous l'anxiété, le stress, je prends des décisions, elles seront ce qu'elles sont, les décisions, mais elles sont rarement bonnes. Donc, dans ces moments-là, c'est plutôt comment je peux juste peut-être me tranquilliser, juste prendre le temps de respirer, éventuellement me faire accompagner, mais vraiment juste remettre un peu de tranquillité à l'intérieur et peut-être prendre un petit peu de temps avant de prendre la bonne décision, mais pas sous le coup de la peur. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que, si tu veux, souvent, il y a une croyance, c'est que en temps de crise, tout va mal. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile peut-être de faire du business en temps de crise qu'en temps de haute conjoncture, mais j'aime bien rappeler qu'en temps de haute conjoncture, il y a toujours des gens qui font aussi faillite et en temps de crise, il y a toujours des gens qui font aussi de l'argent. Donc, il n'y a pas de règle qui fait que tout le monde va mal et là, tout le monde va bien. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je dis souvent, on consomme par émotion. Mais Mhm. si l'émotion est
notre seul décisionnel ou notre seule source, à ce moment-là, si on ne va pas nécessairement rationaliser notre décision, on passe à côté souvent de décisions qui peuvent être beaucoup plus profitables pour nous-mêmes. Donc, autant au niveau de la vente qu'au niveau décisionnel, qu'au niveau gestion, qu'au niveau économique, ben, l'émotion est là et la peur est une des émotions les plus importantes qu'on peut avoir. Donc, c'est sûr et certain que si on ne prend pas un léger recul pour essayer de rationaliser le tout, ben, c'est certain que effectivement la peur peut nous faire prendre de mauvaises décisions, et particulièrement dans une situation où notre relation avec l'argent est déjà peut-être un peu difficile. Et c'était d'accord, je vais juste partager une histoire personnelle, parce que je pense qu'elle va faire miroir à des personnes. Là où on enregistre ce podcast, je viens de terminer le lancement de ma formation sur Internet, ça s'appelle Amis avec l'argent, que je fais une fois par année. C'est un gros morceau en termes de chiffre d'affaires pour moi sur mon année. Et puis, si tu veux, je me suis tout à coup surpris à être dans une énergie négative et à avoir dans ma tête de petites ambitions en me disant aussi avec la conjoncture et tout, il y aura sûrement pas beaucoup de monde qui vont venir. Et si tu veux, le fait d'avoir une petite ambition, c'est une manière de ne pas être déçu, tu vois. Exactement. Je ne veux pas être déçu parce que je m'attends pas à grand chose, mais j'étais pas dans une bonne énergie et je voyais que je râlais contre beaucoup de choses. Enfin, et tout à coup, un jour, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu n'es pas dans l'énergie habituelle, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pu décoder mes pensées, ce qui se passait, etc. Je me suis fait aussi accompagner par quelqu'un et mon énergie m'a changé complètement, vraiment complètement. J'ai retrouvé de la joie, j'ai retrouvé de l'enthousiasme et j'ai fait, c'était mon 10e lancement, j'ai fait mon meilleur lancement que je n'ai jamais fait en 10 lancements, uniquement avec ce changement intérieur qui fait que mon énergie était complètement différente et je dis, je vais y aller à fond, il y aura les résultats qu'il y aura, mais je me donne tous les possibles, tu vois. Ah, félicitations. Premièrement, bravo pour le lancement, mais je pense qu'effectivement, cette anecdote marque bien ce qu'on mentionnait, c'est que par moment, si on ne prend pas un peu de distance et on ne réalise pas que énergétiquement parlant, on est peut-être dans un enjeu plus difficile, ben, notre relation avec l'argent restera difficile à ce niveau-là. On parle beaucoup d'argent, on a parlé d'économie, on a parlé de gens qui réussissaient, de gens qui avaient plus de difficultés. Immanquablement, on va toujours associer le succès à l'argent et la prospérité. Est-ce que c'est assurément, selon toi, des vases communicants ou est-ce que c'est nécessaire d'avoir la prospérité pour avoir du succès? Alors écoute, moi je pense qu'effectivement les liens sont des fois un peu trop rapides entre l'un et l'autre parce que je rencontre quand même pas mal d'entrepreneurs qui, en tout cas, vu de l'extérieur, ont un succès, mais la vie qu'ils mènent n'est pas une vie très goûteuse pour eux. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme s'il y avait un prix à payer à leur succès, c'est qu'ils sont tellement focalisés là-dessus qu'ils n'ont plus de temps peut-être pour leur couple, pour leur famille, pour les enfants ne les voient jamais, peut-être que même physiquement, au niveau santé, ils vont aussi payer un prix. Et tu vois, à un moment donné, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais si le prix à payer fait que c'est la misère dans une partie de ma vie, ça ne va pas le faire. Donc, je crois vraiment que l'enjeu, c'est comment je peux être bien dans toutes les, en tout cas, le plus enfin, des différentes phases de ma vie, et si tu veux, autant en famille et tout ça. Moi, je dis souvent, quand on est dans du business, on est des marathoniens. C'est-à-dire qu'on est là pour faire durer avec le temps. Et si je commence mon marathon à la vitesse du miles ou du 800 mètres, ça ne va pas le faire. Je vais m'effondrer rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on va plus vite, des moments où on va plus lentement, mais il y a quand même une forme de continuité et que ça veut dire que prendre soin de moi, c'est aussi prendre soin de mon business, hein, à un moment donné. Et j'ai vraiment appris et j'apprends encore à le faire parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, on peut parfois être aussi perdu dans ce qu'on fait. Donc, moi, j'essaie plutôt de voir, me dire, est-ce qu'au fond, qu'est-ce que ça serait une vie qui serait une vie goûteuse, qui aurait du sens pour moi, à quoi elle ressemblerait et comment je peux mettre en place des pas qui vont vers cela. Et parfois, ça demande peut-être passer un peu moins de temps. Parfois, ça peut demander peut-être avoir un peu moins de résultats, mais plus d'autres choses ailleurs aussi. En fait, moi, je dis toujours, la seule chose qui compte dans la vie, c'est est-ce que je suis heureux ou pas. Il n'y a pas d'autre question importante que ça, finalement. Exactement, exactement. Et si je demandais à Christian Junot quelle est pour lui sa définition du succès et de la réussite, qu'est-ce qu'il me répondrait? Alors moi, pour moi, déjà, le succès, la réussite, c'est de pouvoir avoir une activité professionnelle qui a du sens, déjà pour moi, dans lequel j'ai du plaisir. Si tu veux, pour moi, il n'y a pas un lundi
ou un lundi, je dis, ah mince, je recommence une semaine, ça n'existe pas. Ou le vendredi, je dis, ouf, heureusement, la semaine est terminée. Tous les jours sont vraiment ont du sens, tous les jours sont appréciés, parce que j'aime profondément de ce que je fais. Donc, si tu veux, pour moi, le fait que, mon activité professionnelle, je contribue à quelque chose dont je vois l'impact et les effets, je me dis, waouh, ça vaut la peine de mettre de l'énergie pour cela parce que je vois qu'il se passe quelque chose. Et évidemment, si j'ai envie que mon activité perdure et il y a de la pérennité, j'ai aussi à avoir un succès financier qui me permet de continuer de développer mes projets, etc., plutôt que négliger les aspects. Je dis que quand on néglige les aspects financiers, les finances se rattrapent à nous inévitablement tôt ou tard. Donc, si tu veux, c'est vraiment un tout, tu vois. C'est pas obnubilé par l'argent du tout parce que je me coupe du reste, mais je vois vraiment, si tu veux, le succès financier comme une conséquence plutôt que comme un but en soi. Et c'est aussi régulièrement ce que je dis pour moi, le succès, la réussite monétaire est une conséquence de comment on va agir, comment on se sent dans notre quotidien et comment on va gérer le tout autant personnellement que professionnellement. Donc oui, je suis pleinement d'accord avec toi. Évidemment, on parle de relations beaucoup avec l'argent. Je suis convaincu que mes auditeurs sont très, très, très curieux de savoir comment on fait pour pacifier notre relation avec l'argent. Et j'aurais envie de te demander, sans nécessairement que tu nous dises tout l'ensemble de ton programme, qu'on reparlera tout à l'heure, mais j'aimerais t'entendre. Quels seraient, exemple, 2 ou 3 conseils pour nous aider à pacifier notre relation avec l'argent? D'accord. Alors déjà, la première chose à comprendre, et c'est là où Peter Koenig a eu du génie, c'est le premier, le seul que j'ai vu qui a mis en fait des mots sur le fait que le piège et qui influence notre relation à l'argent, c'est que nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Tu vois, on donne le pouvoir à l'argent de me sécuriser, je donne le pouvoir à l'argent de me rendre libre, je donne le pouvoir à l'argent De me rendre d'être heureux. heureux. Mais d'autres vont donner le pouvoir à l'argent de générer des conflits dans ma vie, donner le pouvoir à l'argent de créer, de foutre le monde en l'air ou de créer de l'injustice. Donc, toi, les pouvoirs qu'on donne peuvent être positifs ou négatifs. Et simplement, c'est important de se souvenir, c'est que l'argent n'a aucun de ces pouvoirs. C'est-à-dire que je donne l'image, je disais, vous n'attendez pas d'une machine à café qu'elle vous fasse un jus d'orange frais. Parce qu'elle n'a pas été créée pour ça. Personne n'attend ça. Mais au fond, on attend de l'argent qu'il fasse quelque chose pour lequel il n'a pas été créé. L'argent a été créé juste pour faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs et d'être un étalon commun, un repère commun pour donner de la valeur aux choses qui sont marchandes, en quelque sorte. Ça, c'est l'utilité de l'argent. Pourquoi on l'a créé? Mais l'argent ne peut pas me donner de la sécurité si je suis insécure intérieurement. Rappelle-toi, on a parlé de la peur de manquer, parce que effectivement, mon problème est à l'intérieur. Il ne peut pas me donner la liberté, même s'il peut me permettre de faire des choix, si à l'intérieur, je me sens prisonnier de plein de choses, bloqué, prisonnier de plein de choses. Donc, à un moment donné, si tu veux, c'est de reprendre le pouvoir qu'on a donné à l'argent pour être un peu plus complet et reprendre le pouvoir de sa vie, plutôt que chercher de l'argent pour de mauvaises raisons ou rejeter de l'argent pour de mauvaises raisons, parce que c'est aussi ça que vivent certains, c'est qu'ils repoussent l'argent. Ouais. Donc, la première chose, si tu veux, c'est de redonner l'argent à sa juste place et cesser d'attendre quelque chose de l'argent qu'il ne donnera jamais dans notre vie. Parce que le moteur de nos comportements avec l'argent, la plupart pour les êtres humains, c'est la projection qui donne sur l'argent, qui va être le moteur des comportements. Soit je veux plus d'argent parce que je veux plus de liberté ou de sécurité, ou je veux plus d'argent parce que je veux pas je veux pas créer de l'injustice dans le monde, ou je veux pas de conflit dans ma vie, tu vois, pour prendre les deux exemples. Tu vois. Donc, ça, c'est la première chose. J'aime beaucoup la phrase et je me permets de la répéter comme premier conseil. Ne pas donner de pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas ce pouvoir-là. Donc, je le dis pas exactement dans les mots que tu l'as dit, mais je trouve ça extrêmement important, c'est-à-dire se réapproprier notre pouvoir qu'on a donné à l'argent. Donc, le premier conseil, j'aime beaucoup. Ensuite. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si tu veux, ce qui fera toujours la différence pour moi, c'est la qualité des relations que nous avons avant l'argent. Parce que souvent, on pense que la solution, c'est l'argent, mais si on n'a que de l'argent et qu'il n'y a pas de qualité de relation derrière, très vite, on va être seul, on va se débrouiller seul. Alors que la qualité des relations, que ce soit, ça commence de soi à soi, évidemment, hein, d'être déjà bien avec moi-même, mais de moi avec mes collaborateurs, de moi avec mes clients, de moi avec mes fournisseurs, plus on met de l'attention à cette qualité-là,
plus on aura envie de se soutenir, de s'entraider en permanence. Et si potentiellement j'ai un problème momentané de trésorerie et autres, il y a beaucoup plus de chances que les personnes seront compréhensives et trouvent des arrangements avec moi, si je suis respectueux avec, si je crée une belle relation, que si je pense à moi, je m'en fous, tu vois, je suis des autres. Donc, cette qualité de relation fait qu'on trouvera des solutions beaucoup plus facilement. Et ça, c'est vraiment encore et encore à ne pas oublier à penser. Voilà, ça, c'est une chose aussi. Ce que je dis souvent, c'est faire des affaires ou faire de l'argent, c'est une question de relation. Donc, c'est vraiment un point. OK, donc le deuxième, on parle de nos relations. Est-ce qu'il y en aura un troisième en Oui, terminant? le troisième, effectivement, qui va prendre un peu plus d'argent parce que faire des affaires, effectivement, une qualité de relation et également dans la relation, j'ai inclus la relation à l'argent parce que je vois des entrepreneurs très talentueux, mais qui ont une relation à l'argent que j'appellerais plutôt saboteuse, qui fait que tous leurs efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Ils donnent beaucoup et ils ne reçoivent pas l'équivalent de ce qu'ils donnent. Et une des raisons, et c'est vraiment intéressant d'aller se poser la question, c'est que beaucoup de ces personnes-là ont des plafonds de verre. Alors vous dites, je crois, des paliers, non pas des paliers, il y a un autre mot que vous dites au Québec. Plafond de verre, Plafond de verre, tu on comprends. Ouais. l'utilise effectivement. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, les plafonds de verre que j'ai répertoriés? Soit je n'arrive pas à gagner plus que tant, tu vois, je bloque au niveau de mes revenus, mais ça peut être au niveau fortune, capital, j'arrive pas à avoir plus qu'un certain niveau. Chaque fois que j'arrive à un niveau, ça bloque ou ça retombe. Et puis, c'est un peu plus subtil, mais certains ont des plafonds de verre en termes de succès, des réussites, tu vois. Inconsciemment, je m'autorise à avoir un peu de succès, un peu de réussite, mais il semble que, et que tout ce que je fais, que ma notoriété, je devrais en avoir plus, et pourtant, ça ne marche pas. Et puis, le dernier plafond que j'ai repéré, c'est en termes de visibilité. C'est que certaines personnes ne s'autorisent pas à être visibles ou se cachent, ont peur d'être visibles. Et si tu veux, parfois, si je ne suis pas plus visible, je n'ai pas plus de succès, j'ai pas plus de succès, j'ai pas plus de revenus, j'ai pas plus de revenus, j'ai pas plus de fortune. Ça peut tout à fait être interrelié, tu vois. Et vraiment, c'est de se poser la question, de se dire, et c'est vraiment, les chiffres, le chiffrer, c'est assez facile. Moi, j'ai vraiment vu de temps en temps, je dis, c'est pas possible, je n'arrive pas à dépasser un certain niveau, donc je vois que j'ai un plafond de verre. Et vraiment, je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'il y aura un bénéfice caché de rester dans cette situation-là? Est-ce qu'il y aura un bénéfice caché de rester dans cette situation-là? Et très souvent, je peux te dire, c'est le cas. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura un risque ou un danger de péter ce plafond de verre, d'avoir beaucoup plus de succès, beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de gains, de fortune? Et très souvent, dans les réponses qui émergent à ces deux questions, on a la cause de pourquoi c'est comme ça actuellement. Et ça permet effectivement d'aller peut-être voir qu'il y a quelque chose à débloquer. J'adore ces deux questions-là, puis je vais me permettre de les répéter parce que je pense que j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs, plusieurs clients qui effectivement avaient ce sentiment-là d'avoir un plafond de verre ou pas être capable de dépasser certains objectifs. Donc, deux choses. Est-ce qu'il y a un avantage ou un bénéfice de rester dans cette situation-là? Et le deuxième, quels seraient les impacts ou les enjeux encore une fois, les bénéfices de briser ce plafond de verre-là? Et derrière ces questions-là qu'on peut se poser, il y a souvent une raison ou une solution qui peut nous permettre, en fin de compte, de se dépasser. Alors, oui, et peut-être juste deux, trois réponses que j'entends assez souvent, ça peut donner des idées aussi. Parfois, cet avantage, le bénéfice caché, c'est de se sentir, tu vois, si je prends un exemple, si je viens de milieu familial, on ne s'est jamais autorisé à trop de réussite, y compris financière, je reste en appartenance au milieu de là d'où je viens, tu vois. Je me sens encore en appartenance, par exemple, et puis je ne vais pas déranger. Et puis souvent, dans la peur, effectivement, la peur, certains disent beaucoup de succès dans leur esprit égale beaucoup de travail. Ouais. Donc, je ne veux pas plus travailler, mais ce n'est pas vrai parce qu'on peut avoir du succès sans travailler plus, parce qu'on va déléguer plus également. Ou si j'ai plus de succès, je ferai un burn-out. Les gens, quand j'ai fait un burn-out, très souvent vont me dire ça. Si j'ai plus de succès, j'aurai plus de temps pour ma famille. Enfin, tu vois, il y a, dans leur perception, il y a un prix à payer. Ce prix à payer, si je n'ai pas envie de le payer, ben, je vais inconsciemment, je vais me limiter. Ce qu'on peut appeler certaines croyances limitantes qu'on peut se forger à ce niveau-là. Je vais répéter les trois conseils parce que je crois qu'ils sont extrêmement importants. Le premier, c'est de ne pas donner à l'argent le pouvoir qu'elle n'a pas. Le premier. La deuxième, c'est la qualité de nos relations. Et le troisième, c'est la qualité de notre relation avec l'argent ou les affaires. Est-ce que je le résume bien? Oui, tout à fait, absolument, tout à fait. Ouais. Excellent. Christian,
Les gens peuvent te rejoindre de quelle façon? Parce que bon, je sais que, grande primeur, tu seras au Québec bientôt. Oui. Si mes recherches sont bonnes, tu seras au Oui, Québec à absolument. quel Donc, endroit? j'essaie d'y venir au moins une fois par année. Donc, j'y serai le 20 et 21 avril pour 2 jours d'atelier que je fais. Et voilà, autrement, j'ai des choses privées que je vais faire dans des groupes qui me demandent de venir pour eux. Mais effectivement, pour le ouvert au public, c'est le 20 et 21 avril. Ouais. À quel endroit Ah, précisément? oui, oui, à Montréal. Ce sera À Montréal. Montréal, donc le 20 et 21 avril à Montréal. À ce moment-là, ça sera un atelier sur notre relation avec Alors l'argent. oui, il s'appelle Ce que l'argent dit de vous, qui est le titre de mon premier livre. Alors, c'est un atelier qui est grand public, hein, qui est ouvert à tout le monde, dans lequel on va vraiment voir les bases de notre relation à l'argent pour changer tout ce qui peut l'être. Si certaines personnes qui nous écoutent ne pourront pas se rendre en avril à Montréal et qui auraient envie d'en apprendre plus sur comment pacifier leur relation avec l'argent ou comment connaître Christian Junot, de quelle façon c'est le meilleur moyen de te contacter? Alors, bon, il y a mon site internet c'est Juno avec un D conseil au singulier, donc www.cjunoconseil.com. Et puis mon livre Ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon livre de référence, qui est un best-seller qui se vend vraiment très très bien et qui peut être évidemment acheté au Québec. En tout cas, je me suis renseigné dans Qui est les disponible au librairies. Québec, effectivement, en librairie au Québec? Oui, en librairie, on peut le commander. Je m'étais renseigné à Québec, en tout cas, il m'avait confirmé. Merveilleux. Excellent. Christian, c'est déjà tout le temps qu'on a. Merci infiniment de ta générosité, de ta vision. Je pense que ce que je retiens beaucoup, c'est que notre relation avec l'argent, à la base, elle part de nous. C'est nous souvent qui devons travailler sur notre propre identité plutôt que d'essayer de faire en sorte que l'argent devienne plus une technique pour en faire davantage. Je pense qu'on est loin d'être là. On le mentionnait, tout le volet relationnel devient extrêmement important et je pense que c'est une porte intéressante pour pacifier notre relation avec l'argent. Merci Vincent. Merci pour Merci l'invitation. infiniment, merci. Et pour vous à la maison, je vous dis un immense merci. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre de Propulser vos affaires. Ciao tout le monde. Bonjour Au François, revoir. bonjour Christian.